On ne fait plus toujours très attention à certaines inventions qui font partie de notre quotidien. Parmi elles, on trouve les batteries au lithium que l'on va trouver dans de nombreux appareils électroniques, des plus petits comme les téléphones portables jusqu'aux plus gros comme les voitures électriques. Et on doit l'invention de ces batteries lithium-ion à un chimiste américain, John Goodenough, qui les a développées au début des années 70. Il a d'ailleurs été récompensé par le prix Nobel de chimie. Ainsi, une batterie, c'est un dispositif qui va permettre de convertir de l'énergie chimique en énergie électrique. C'est ce qui se passe lorsque vous utilisez votre téléphone pendant la journée, mais aussi de convertir de l'énergie électrique provenant du secteur en énergie chimique. C'est ce qui va se produire lorsque vous rechargez votre téléphone en fin de journée. Dans ce chapitre 9, on va voir comment forcer l'évolution d'un système. Pour forcer l'évolution d'un système, il va falloir réaliser ce qu'on appelle une électrolyse. Dans le chapitre 7, on avait déjà parlé des piles électriques et des transformations spontanées. Et on avait vu donc qu'une réaction d'oxydoréduction spontanée a lieu naturellement dans un sens bien déterminé entre l'oxydant d'un couple et le réducteur d'un autre couple. Et en associant deux demi-piles électriques basées sur ces couples redox, on arrivait à produire une circulation d'électrons dans un circuit électrique. On avait vu aussi qu'au cours de cette transformation spontanée, le quotient réactionnel se rapprochait de la constante d'équilibre. Et une fois que le quotient réactionnel était égal à la constante d'équilibre, la pile était usée, elle ne pouvait plus produire de circulation d'électrons dans le circuit. Donc dans certaines piles, la transformation d'oxydoréduction qui s'est produite va être réversible. Si on utilise un générateur de courant continu et qui est branché correctement, il va pouvoir inverser le sens spontané des transformations d'oxydoréduction et ainsi permettre la conversion d'énergie électrique en énergie chimique. Cette technique est appelée électrolyse. Pour cela, à l'aide d'un générateur, on va imposer un courant électrique dans le sens opposé à celui qui est produit lorsque la pile fonctionne. Le générateur va apporter de l'énergie au système et le système chimique va s'éloigner de son état d'équilibre. C'est ce qu'on appelle une transformation forcée. On va prendre comme exemple la réaction d'oxydoréduction entre le zinc métallique Zn et le diode I2 qui font partie donc des couples Zn2 plus Zn et I2I-. Je vais écrire l'équation de la réaction qui va se produire entre le zinc et le diode. J'écris les réactifs à gauche. Les espèces conjuguées à droite. La première s'équilibre en rajoutant 2 électrons à droite du côté de l'oxydant. Et la deuxième, je commence par équilibrer l'élément iode et je rajoute ici 2 électrons. Il faut maintenant que je trouve une combinaison qui permette d'éliminer les électrons. Il suffit ici de multiplier par 1 les deux équations. On obtient ainsi Zn plus I2 qui va réagir pour donner Zn2 plus 2I-. Le zinc est à l'état solide, le diode aqueux, Zn2 plus aqueux, ainsi que les ions iodures. Et rappelez-vous, on peut considérer qu'une transformation est totale lorsque sa constante d'équilibre est supérieure à 10 puissance 4. La constante d'équilibre de cette transformation, elle est égale à 10 puissance 46. Donc on peut considérer que la réaction est quasi totale dans le sens direct. Alors ce que l'on va se demander ici, c'est s'il est possible de forcer un système qui va contenir au départ des ions zinc Zn2+, et des ions iodures I- à évoluer dans le sens de la formation de zinc Zn et de diode, et cela de façon importante. Ce que l'on veut faire ici, en fait, c'est réaliser la transformation précédente, mais dans le sens inverse. Dans le sens opposé à la transformation spontanée du système. Pour cela, on va faire une transformation chimique forcée en utilisant un électrolyseur. Cette évolution est réalisée grâce à un générateur qui impose un courant électrique en sens opposé à celui qui aurait été observé lors de l'évolution spontanée du système. Dans cet exemple, on va électrolyser une solution d'iodure de zinc qui est dans un tube en U. Aux deux extrémités du tube en U, on trouve 2 électrodes en graphite qui sont immergées dans la solution et ces électrodes sont reliées à un générateur. Alors première étape du raisonnement, le générateur impose le sens du courant. Le courant circule de la borne plus vers la borne moins à l'extérieur du générateur. Donc ainsi. Les électrons, eux, circulent dans le sens inverse au sens conventionnel du courant.
Par contre, dans la solution, les porteurs de charge sont des ions. Les ions I-, qui ont une charge négative, ce sont des anions, se déplacent en solution dans le même sens que les électrons dans les fils. Toutes les charges négatives, électrons et anions, tournent dans le même sens. Ainsi, les ions iodures vont se déplacer vers l'électrode de droite. Les ions Zn2+, se déplacent en sens inverse. Donc vers l'électrode de gauche. Donc à l'électrode de gauche, deux espèces vont se retrouver, les ions Zn2+, ainsi que des électrons. Il va donc pouvoir se produire la réaction de réduction, Zn2+, plus deux électrons, qui vont réagir pour donner du zinc. Donc on doit observer un dépôt métallique gris à l'électrode de gauche. C'est une réaction de réduction, l'électrode s'appelle la cathode. Vous rappelez le moyen mémotechnique, les deux mots commencent par une consonne. Donc on va observer la formation d'un dépôt métallique gris à la cathode. Et ici la cathode est l'électrode qui est reliée à la borne moins du générateur. Que se passe-t-il de l'autre côté? Des ions iodures I- vont migrer vers l'électrode de droite et il va y avoir libération d'électrons qui vont circuler dans le circuit. Donc cette fois-ci, j'écris les électrons à droite de la flèche puisqu'ils vont être produits. Il s'agit ici d'une réaction d'oxydation que l'on équilibre facilement, 2I- qui va réagir pour donner I2 plus 2 électrons. C'est une réaction d'oxydation, l'électrode s'appelle l'anode. Les deux mots commencent par une voyelle. Il va donc y avoir production de diode à l'anode, ce qui va donner une coloration orangée à la solution. Donc c'est bien ce que l'on observe expérimentalement. On voit apparaître un dépôt métallique gris sur l'électrode de gauche. Ce dépôt métallique, c'est du zinc. Ainsi qu'une formation de diode jaune-orangé à l'électrode de droite. Il ne reste plus maintenant qu'à écrire l'équation de la réaction qui se produit globalement dans l'électrolyseur. Pour cela, il suffit de combiner les deux demi-équations électroniques en éliminant les électrons. On a 2 électrons ici pour la réaction de réduction, 2 électrons aussi pour la réaction d'oxydation. Donc vous vous rappelez, il faut que les électrons s'éliminent, donc ici il suffit tout simplement d'additionner les deux demi-équations électroniques. Et on va avoir 2 fois 1 égale 2 électrons échangés lorsque la transformation va se produire. L'équation globale de la réaction associée à cette transformation est donc Zn2+, plus 2I-, qui va réagir pour donner du zinc solide, plus du diode. La réaction qui se produit ainsi dans l'électrolyseur est la transformation inverse de la transformation spontanée qui se produisait lorsque l'on mélangeait du zinc et du diode. En apportant de l'énergie électrique au système, on a pu inverser le sens de cette transformation spontanée. Et on peut ainsi régénérer les réactifs, c'est-à-dire reformer du zinc et du diode. Et il faudra, comme dans le chapitre 7, savoir faire des bilans de matière lorsque l'électrolyseur fonctionne. On va retrouver les mêmes relations que dans le chapitre 7, c'est-à-dire qu'il va falloir calculer la quantité d'électricité Q
qui a traversé l'électrolyseur pendant la durée ΔT, de deux façons différentes, soit à partir de la relation Q est égal à I fois ΔT, soit à partir de la relation Q qui va être égale à la quantité d'électrons qui a traversé le circuit, que multiplie la constante de Faraday. N2- c'est la quantité de matière d'électrons qui a traversé le circuit pendant l'électrolyse, et grand F c'est la constante de Faraday, rappelez-vous. C'est la charge d'une mole d'électrons. Et la constante de Faraday peut s'exprimer à partir de la constante d'Avogadro, le nombre d'entités qu'il y a dans une mole, que multiplie la charge élémentaire, c'est-à-dire la valeur absolue de la charge de l'électron. Donc il faudra bien mémoriser cette relation. Q c'est égal à I fois ΔT, et c'est aussi égal au nombre de moles d'électrons que multiplie la constante de Faraday, avec le nombre de moles d'électrons qui est égal à Z fois X, comme dans le chapitre 7, où Z est le nombre d'électrons échangés dans l'équation de la réaction d'électrolyse. Et X, bien sûr, l'avancement de la réaction. Un exemple d'application, un courant d'intensité I égale 500 mA circule pendant 10 minutes dans l'électrolyseur étudié précédemment. Calculer les quantités de matière de diode et de zinc formées. Pour cela, il va falloir calculer dans un premier temps l'avancement de cette transformation. Donc je vais exploiter cette égalité, I fois ΔT, qui va être égal à petit z fois x fois la constante de Faraday. J'ai remplacé n- par z fois x. Quelle est la valeur de z ici? Z c'est le nombre d'électrons échangés dans l'équation de la réaction d'électrolyse. Il faut regarder comment cette équation a été établie. Donc je reviens un petit peu en avant. Et vous rappelez que ici, il fallait multiplier 2 électrons par 1, donc j'avais 2 fois 1, c'est-à-dire 2 électrons échangés. Donc ce 2 qui apparaît ici, c'est la valeur de petit z. J'en déduis ainsi que l'avancement de la transformation va être égal à I fois ΔT divisé par 2 fois F. Attention aux unités dans cette relation, l'intensité en ampères, ΔT en secondes. Alors, l'application numérique donne I égale 500 mA, donc 0,500 ampères, que multiplie ΔT égale 10 minutes, 10 fois 60, c'est-à-dire 600 secondes, divisé par 2, que multiplie la constante de Faraday, qui n'est pas donnée ici, mais que l'on peut obtenir par le produit Na fois E. Donc 6,02 10 puissance 23, que multiplie 1,60 10 puissance moins 19. On obtient 1,6 10 puissance moins 3 mol. Et maintenant, il reste à calculer les quantités de matière, de diode et de zinc formées. Alors ici, il faut bien faire attention à la stoichiométrie à nouveau. L'équation de la réaction, c'est Zn2+, plus 2i- qui réagit pour donner un atome de zinc et une molécule de diode. Donc ici, le zinc comme le diode ont exactement le même coefficient stoichiométrique qui est égal à 1. Donc, si vous imaginez le tableau d'avancement, dans la dernière ligne, on va trouver dans la case qui correspond au zinc comme dans la case qui correspond au diode, une quantité formée qui va être égale à X. Donc la quantité de diode formée va être égale à la quantité de zinc formée, et elle va être égale à 1 fois X. Le 1 ici, et le coefficient stoichiométrique de I2 et de Zn. Donc soyez vigilants dans les exercices parce que les coefficients stoichiométriques pourront être différents de 1, donc il faudra bien les prendre en compte dans les calculs. Dans cette partie C, on va faire quelques remarques générales sur le stockage et la conversion d'énergie. Alors les piles tout d'abord. Lorsqu'elles débitent un courant électrique, une pile, qu'elle soit saline, alcaline ou au lithium, convertit l'énergie chimique en énergie électrique grâce à une réaction spontanée d'oxydoréduction.
Mais en raison de leur taille, les piles stockent peu d'énergie chimique et fournissent donc une énergie électrique limitée. Vous vous rappelez que lorsque le réactif limitant est entièrement consommé, la pile est usée et elle ne peut plus produire d'énergie électrique. Et ce sont des dispositifs polluants en raison des métaux que les piles contiennent. On avait vu un type de pile qui ne présentait pas ces inconvénients, c'est la pile à combustible. La pile à combustible pouvait être rechargée en réactif. On avait vu l'exemple de la pile à d'hydrogène, qui réagit donc avec le dioxygène de l'air pour produire de l'électricité en ne rejetant que de l'eau, selon la réaction qui est indiquée ici, 2H2 plus O2, qui réagit pour donner 2H2O. L'inconvénient de ce type de pile, c'est le coût et la pollution engendrés par la production d'hydrogène, que l'on va obtenir le plus fréquemment par électrolyse. Et si on fait une électrolyse, on a besoin d'un générateur. Ce générateur va utiliser de l'énergie électrique et tout va dépendre de la façon dont cette énergie électrique a été produite. Si on a utilisé une centrale à charbon pour produire cette énergie électrique, le bilan carbone ne va pas être très favorable. Par contre, si on a utilisé de l'énergie électrique produite par des éoliennes ou par des panneaux photovoltaïques, là, ça devient beaucoup plus intéressant. Regardons maintenant les accumulateurs, qu'on appelle aussi piles rechargeables par abus de langage, et qui sont des systèmes électrochimiques rechargeables. Alors, lors de la décharge, tout d'abord, une transformation d'oxydoréduction spontanée se produit qui consomme les réactifs. L'accumulateur fonctionne en générateur et convertit l'énergie chimique en énergie électrique. C'est ce qu'on avait vu dans le chapitre 7. Et lors de la recharge, la transformation inverse forcée permet de reformer les réactifs en imposant un courant à l'aide d'un générateur dans le sens inverse à celui de la décharge. L'accumulateur fonctionne en récepteur et convertit l'énergie électrique reçue en énergie chimique. Alors dans une pile non rechargeable, si on inverse le sens du courant, on ne reforme pas les réactifs. Ce sont d'autres transformations chimiques qui vont se produire, qui en général forment des gaz, et donc c'est très dangereux parce que la pile peut fuir en libérant des produits corrosifs, elle peut même exploser puisque si des gaz se forment dans une enceinte qui est close, il peut y avoir un risque d'explosion. Et pour terminer, un exemple de transformation forcée qui a lieu dans le vivant avec les organismes chlorophylliens. Certaines réactions d'oxydoréduction sont forcées par un facteur extérieur différent du courant électrique. C'est le cas des végétaux chlorophylliens. Alors il y a la photosynthèse, qui est réalisée par une transformation forcée grâce à l'énergie apportée par les photons de la lumière. Ainsi, la plante convertit du dioxyde de carbone CO2 en présence d'eau en glucose qui forme une réserve d'énergie chimique. Selon la réaction qui est indiquée en dessous, 6CO2 plus 6H2O qui réagit pour donner du glucose plus 6 molécules de dioxygène. Lors de la respiration de la plante, la transformation inverse spontanée se produit et elle libère de l'énergie. Et un tableau récapitulatif, une pile du commerce fonctionne en générateur, elle convertit de l'énergie chimique en énergie électrique. Attention, il faudra penser à recycler les piles puisqu'elles sont polluantes. Une pile à combustible fonctionnera aussi en générateur, elle convertit de l'énergie chimique en énergie électrique. Attention cependant, il faudra produire le combustible, par exemple le dihydrogène, avec des énergies renouvelables. Un accumulateur, lui, va fonctionner en générateur lors de la décharge, il va convertir de l'énergie chimique en énergie électrique. Par contre, lors de la recharge, il va fonctionner en tant que récepteur, il va utiliser l'énergie électrique du secteur pour la convertir en énergie chimique. Donc c'est un dispositif bien plus intéressant que les piles classiques puisqu'on va pouvoir assurer de nombreux cycles de charge et de décharge. Il faudra quand même penser à recycler cet objet en fin de vie. Et enfin, pour terminer, les organismes chlorophylliens qui vont pouvoir photosynthétiser du glucose ou bien la cellulose du bois. Ils convertissent l'énergie lumineuse en énergie chimique. Attention cependant à éviter la déforestation en utilisant cette énergie chimique. Il faut avoir une gestion durable des forêts pour qu'elles puissent être utilisées par les générations futures.